Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Hello les sorcières! Salut la team! Hello! Bienvenue pour ce nouvel épisode de Partage de sorcières dans la librairie Delphica à Genève. On est trop bien entourés aujourd'hui d'oracles, de tarot et on remercie infiniment toute l'équipe de la librairie qui nous a accueillis. Et je le disais tout à l'heure aux copines qui sont présentes, c'est Lénia, Anaïs et Lucie derrière la caméra. Quand on a créé Trois Cercles avec Lucie, on avait l'envie de faire une librairie, un lieu un peu magique, un peu voilà, où le temps se déroule différemment. Et ben franchement, c'est Delphica à Genève. Donc si vous avez l'occasion de venir, de passer par là, venez, parce qu'en plus l'équipe est adorable. Je n'arrive pas à parler ce soir, c'est bien parti pour 45 minutes. Et puis vous dire aussi, on vous le dira en fin d'épisode, qu'on enregistrera notre prochain épisode, enfin l'épisode sur Samhain, ici à Delphica, avec vous, avec toi, chère sorcière. Tu pourras venir faire partie du public et contribuer à cet épisode qui, pour le coup, n'aura pas de durée. Nous partons pour 4 heures de discussion sur Samhain, les sorcières, et ça va être tellement bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur l'Ita. Donc l'Ita, c'est l'un des 8 sabbats de la roue de l'année, qui, dans l'hémisphère nord, est célébré le 21 juin cette année, puisque c'est le plus long jour de l'année. Le 21 juin, le soleil se lèvera à 5h44, se couchera à 21h31, et puis après, on a encore bien l'heure bleue, etc., qui continue. Donc il y a en tout cas de la lumière jusqu'à passer 22h. Et dans l'hémisphère sud, c'est Yule, c'est les sapins et le hou. Mais c'est aussi le hou pour l'Ita, on en reparle après. Les éléments un peu importants à signifier par rapport à ce sabbat de l'Ita, pour cette année, c'est qu'il y a la nouvelle lune le 18 juin. Donc on a vraiment une année avec des phases importantes de la lune en même temps que les sabbats, donc une année un peu puissante. Alors je sais pas comment tu la vis, chère sorcière. Pour nous à Trois Cercles, c'est relativement rock'n'roll. C'est puissant. Voilà. Pareil. Voilà, relativement partagé. Ça bouge. Ça bouge. Et la pleine lune le 3 juillet en Capricorne. Et puis, une fois n'est pas coutume, pour démarrer cet épisode aujourd'hui consacré à l'Ita, on va démarrer avec Anaïs, ton regard sur l'étymologie de l'Ita et puis tes recherches histo qui sont particulièrement appréciées de nos sorcières. Donc merci beaucoup pour tout ton travail. Si vous regardez, elle a toujours beaucoup de notes. Je ne sais pas si vous les voyez maintenant qu'on est aussi sur YouTube. Ouais. Mais elle fait son job, Anaïs. Toujours. C'est une des caractéristiques des Capricornes, justement. La précision. Donc effectivement, pour l'Ita, nous sommes dans les énergies du solstice d'été et effectivement, on va retrouver ce qu'on a déjà dit pour les autres sabbats, à savoir que le nom de l'Ita, c'est plutôt un nom tiré et issu de la tradition Wiccan, donc c'est pas vraiment une signification comme Yule auparavant ou comme Imbolc, c'était un peu différent, mais comme Beltane par exemple, c'est pas un mot qu'on va retrouver en tant que tel dans l'histoire, ou en tout cas historiquement. Ça a été repris par la tradition Wiccan. Et donc, en fait, en général, cette période-là, elle s'appelle en fait solstice d'été, Midsommar en suédois, ou, attention, petit instant prononciation, Alban Elfi en celte, qui veut dire tout simplement milieu de l'été. Donc, en fait, on fête le milieu de l'été, non pas le début de l'été, comme on pourrait le croire aujourd'hui. C'est vrai qu'avec le temps, on a l'impression qu'on va démarrer l'été à l'Ita. En fait, pas du tout. On est au summum de l'été. C'est, tu l'as dit, la nuit la plus longue de l'année. Et ça signifie une chose, on va perdre la lumière à partir de cette date-là. C'est fini, on va redescendre et on va retomber vers les énergies descendantes jusqu'à Samhain, qui sera le prochain vraiment sabbat plus important. Entre-temps, il y en a d'autres, mais on l'a vu, on divise en sabbat majeur ou mineur, même si nous, on estime que ça ne veut pas dire grand-chose de classifier les sabbats comme ça, forcément. Chacun voit comme il veut. Aussi en fonction de chaque année, on peut ressentir plus ou moins les énergies de manière plus ou moins forte. Donc parfois, certains sabbats mineurs, on va être plus appelés par moment qu'au final un gros sabbat comme Samhain ou... le sabbat de la masse aussi, qui est très intéressant. La masse, ouais, tout à fait. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Donc, sentez-vous, on le dit à chaque fois, je crois, mais sentez-vous libre si vous ne fêtez pas les sabbats majeurs, mineurs et que vous préférez d'autres. No way, il n'y a pas, c'est pas très important. Et sentez-vous libre de vos prononciations aussi. Oui. Parce qu'entre Lamas, Lugnasad, Samhain, Samin, Beltane, entre nous on se comprend, c'est finalement l'important. C'est vrai qu'il y a une sorte de jargon comme ça, un peu sorcière ou païen.
Et donc je voulais juste vous dire également, par rapport au podcast, on est pile au milieu. Voilà, on a fait les 4 podcasts, on fera les 4 prochains, on est pile au milieu de la roue de l'année. La roue nous entraîne, nous aussi, dans ce petit cycle de podcasts. Et du coup, pour moi, c'était super important de le faire parce que ça m'a bien marqué aussi les saisons, les moments, et ce temps qui est cyclique et non pas linéaire comme après la religion chrétienne, etc. Et puis la vision qu'on a du temps aujourd'hui qui est plutôt linéaire. Vraiment, dans les anciennes traditions agraires, c'était vraiment ce temps cyclique. On recommence la roue à chaque fois, on se retrouve au même endroit l'année prochaine et on peut voir comment on a évolué ou pas, ce qui a changé ou pas, voilà. Et je trouve que c'est important aussi de remettre, je le dis à chaque fois je crois, je radote, ce cycle en fait, ce temps cyclique contre ce temps linéaire contre lequel on est un peu toujours en lutte, avec toujours cette impression qu'on va perdre le temps, alors qu'en fait non, on se retrouve toujours à un moment donné, à un endroit où on a déjà été et où on peut prendre sur soi, regarder où on en est par rapport à la roue de l'année. Je trouve que c'est une vision que moi, en tout cas, j'apprécie aujourd'hui, au stade où j'en suis dans ma vie de personne, qui va aussi vers sa main personnelle, son déclin. Quelque part, à la fois, on est dans ce mouvement toujours où on revient quelque part aux mêmes étapes, mais c'est un peu comme une spirale où, en fait, à chaque fois, c'est aussi différent. C'est-à-dire qu'on passe par les mêmes endroits, mais avec un cheminement qui est différent à chaque fois dans cette spirale. Cette spirale qu'on retrouve justement à la période de l'Ita, comme symbole solaire. Ah ouais. On va en parler. Et rien à voir avec le milieu de l'ésotérisme, mais dans le management, dans les nouveaux courants de management, je ne sais pas si moi aussi je radote, je vous l'ai déjà dit, auquel cas, mes excuses, chère sorcière, mais il y a vraiment aussi cette relation au temps en boucle et, comme tu le disais, plus linéaire, de vraiment pouvoir conceptualiser aussi les projets et gérer son institution, sa société, avec une boucle qui permet d'avoir beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de mobilité. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue plus globalement sur la relation au temps. Voilà, intéressant à souligner. Et donc c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, tu viens de citer le symbole de la spirale, c'est un symbole qu'on va retrouver dans des très 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 anciennes traditions et des très anciens cycles, monuments. Donc je ne vais pas vous reparler de Stonehenge, mais si, je vais vous en reparler parce que Stonehenge c'est le monument qu'on adore, et au solstice, forcément c'est le monument le plus connu. Le solstice d'été à Stonehenge, vous trouverez quantité de vidéos sur YouTube par les néo-druides ou les personnes qui vont fêter le solstice à Stonehenge. C'est magnifique, il y a vraiment le soleil qui va se lever sur la Hillstone, la pierre du talon, et qui va illuminer les grandes pierres, et derrière également les sacs de Torrington Wall. Donc je vous encourage à regarder. Stonehenge reste forcément toujours un lieu mystique, un lieu magique, et donc qui nous prouve que nos ancêtres, à une période extrêmement lointaine, puisqu'on est sur du presque 4000 avant Jésus-Christ, avaient cette conscience de la course du soleil et du temps cyclique, du coup, de ce cycle qui revient chaque année. On a aussi un site que j'ai trouvé super intéressant, que je ne connaissais pas, et là on est reparti dans la prononciation puisque c'est de l'allemand. Donc préparez-vous parce que, on va faire le sorcière tour. Parce qu'après ça, vous êtes vraiment nombreuses à nous avoir écrit en mode, mais purée, vous le proposez quand pour de vrai ce sorcière tour? Donc prenez des notes, on va faire des étapes, on est parti pour 10 ans. Voilà. Les circuits touristiques de sorcières. Ouais, carrément. Donc on pourra aller aussi en Allemagne, visiter les Externstein, donc les pierres. Ça signifie, c'est dans le land de Westphalie, pardon, je sais même pas, Westphalie. Le nom Externstein est une déformation du nom saxon, tenez-vous bien, Eckensternenstein, qu'on peut transcrire par pierre au coin étoilé. C'est quand même super beau. Donc, tu as vraiment choisi la partie du podcast la plus marrante. Donc ces pierres, en fait, c'est pas du tout un sanctuaire qui est construit comme pourrait l'être Stonehenge, c'est un sanctuaire naturel, et les peuples saxons ont utilisé ce sanctuaire naturel, les pierres naturelles en fait, pour les célébrations de leur solstice, et on dit dans la tradition saxonne que c'était aussi l'endroit où était cachée l'idole Irminsul, qui est l'idole en fait de l'arbre monde, qui correspond à celui dans la tradition scandinave qui est Yggdrasil. Voilà. Ah ouais, incroyable. Donc vraiment naturel. Vraiment totalement naturel, et ce serait ce serait Charlemagne qui aurait détruit cette idole des païens. Voilà, c'est pas très sympa. Mais bon, voilà, on va voir après que la tradition chrétienne est rarement sympa, mais on s'en sort toujours quand même. On l'avait pas vu jusqu'alors. N'est-ce pas? On n'avait pas remarqué. Et donc, aujourd'hui, le site est très visité. C'est un site touristique et c'est comment on appelle ça, une zone protégée, une zone naturelle. Donc voilà, avec des marais, etc. Un parc tout à fait qui est protégé.
Ensuite, on va partir, alors là, pour notre sorcière tour, on sortira d'Europe, parce qu'on a beaucoup de sites mégalithiques précolombiens, qui sont, on en a déjà un peu parlé avec, l'autre fois c'était la pyramide de Kukulkan, mais c'était plutôt pour les équinoxes. Donc pour le solstice, on a particulièrement l'Intihuatana, la pierre du soleil qui est sur le Machu Picchu, la pierre d'ancrage du soleil. Donc là, elle est vraiment reliée au solstice d'été. Et j'ai trouvé le plus vieux tumulus des USA, donc qui s'appelle le tumulus du Grand Serpent. C'est dans l'Ohio. Ce site est incroyable. Il ressemble un peu à ce qu'on peut voir à Nazca, sur les mystérieuses lignes de Nazca. C'est en fait un serpent en tumulus. Alors on dit tumulus, mais ce n'est pas une tombe. Il n'y a pas de tombe à l'intérieur. Il fait 411 mètres de long. Et la tête du serpent tient un œuf. On le voit vraiment quand on le voit. C'est fait pour être vu du ciel. Tient un œuf qui est vraiment dans les représentations précolombiennes et des Premières Nations américaines, le symbole à la fois de la fertilité, de la naissance du monde, qui sont des thèmes qu'on retrouve très fortement à l'Utah. Et donc le jour du solstice d'été, l'œuf est dans l'alignement du lever de soleil. Ça doit être juste incroyable à voir. Et en parlant du serpent, c'est vrai que ça me fait penser aussi à l'Ouroboros, comme ça. Voilà, ce serpent qui se mord la queue éternellement, qui représente le temps. Ouais. Alors là, il est vraiment long, mais il fait un peu cette forme de spirale très serpentine, très voilà. Il est incroyable. Je ne connaissais pas ce site, je l'ai découvert en travaillant. Et il y a également le plus vieil observatoire solaire du monde, plus vieux que Stonehenge, à Chaquilo, au Pérou. Et là, en fait, c'est des petites tours qui sont sur un flanc de montagne, et c'est fait de telle sorte que la tour tout à gauche, le soleil levant du solstice d'été va se lever sur cette tour et l'illuminer. Et à la fin du cycle, à celle qui est la plus à droite, ça sera le soleil levant du 21 décembre, du solstice d'hiver de Yule. Incroyable. Donc déjà, voilà, on voit que nos ancêtres avaient vraiment une grande connaissance de l'astronomie et de ce cycle vraiment lié au solstice. Et que pour eux, ce solstice, c'était hyper important, même si aujourd'hui, on n'a pas de traces forcément écrites de leur célébration. C'était quand même quelque chose qui était très marquant pour eux, ce qui est normal, on le voit dans le ciel, on le comprend, la nuit est plus longue, le jour est plus long, pardon, la nuit est la plus courte, et vraiment c'était pour eux quelque chose d'extrêmement marquant. Donc ça c'était pour les petits monuments. Et en fait ensuite en tradition purement ancienne, on va retrouver toujours notre triptyque des sociétés antiques dominantes, principalement. Alors en Grèce, moi j'ai pas vraiment trouvé, parce qu'on m'a beaucoup, dans mes recherches, j'ai beaucoup trouvé les Panathénées, mais les Panathénées, les jeux d'Athéna, c'est juillet, c'est pas du tout la période de l'Utah. C'est entre le 12 et le 24 juillet, je crois, c'est un peu plus tardif, mais ça commence certainement avant les célébrations, mais c'est pas l'Utah. Donc je me suis dit, Athéna n'a pas, on l'avait déjà vu l'autre fois plutôt pour Beltane, là, elle n'a rien à voir. C'était vraiment plus les célébrations de Cérès, les Céréalia, donc voilà qu'on va retrouver. En fait, du coup, ils fêtaient plutôt, et c'est un peu le problème que j'ai avec ce sabbat, j'espère que Sélénia va me sauver la mise, j'ai trouvé beaucoup de références à des dieux masculins, les dieux solaires, comme à l'Utah on fête le soleil, les dieux solaires dans les traditions antiques, c'est la représentation de l'archétype du guerrier et c'est plutôt des mecs. Ouais, moi j'ai trouvé la même chose que toi. Apollon, on va retrouver Mitra qu'on n'avait pas trouvé mais qu'on a trouvé. Voilà, on va retrouver des dieux vraiment plus des dieux que des déesses, donc on a Cérès, etc. Et pourquoi ? Parce que les célébrations traditionnelles de l'Utah, pour le coup, dans les sociétés antiques, elles sont liées à des déesses du foyer. Et particulièrement à Rome, où là, tout le mois de juin, on fait la fiesta. Quasiment tous les jours. Donc, vous savez pourquoi on fait la fiesta tous les jours ? Je suis beau. obligée de le placer, je vais le mettre quelque part. Parce qu'en juin, le 21 juin, c'est l'anniversaire de Lucie. Et le 20, c'est mon anniversaire. Et en fait, il le savait déjà. Du coup, on fait la fiesta. Une fois. Vous savez, j'ai un problème avec le chiffre 3. Donc je pense que vous l'aurez 3 fois dans l'épisode. Lucie qui signifie lumière. Et à l'Utah, on fête quoi ? La lumière. Voilà. Je place quand même ma petite étymologie. Donc on avait principalement les Vestalia, donc les fêtes de la déesse Vesta, déesse du foyer et déesse du feu sacré, citoyen de la cité de Rome. Alors autant on sait que les prêtresses de Vesta, les Vestales étaient vierges et elles étaient effectivement recrutées dans la haute noblesse romaine, on en a parlé dans notre podcast sur l'Antiquité, elles servaient 30 ans à peu près et après elles étaient libres et en plus elles étaient plutôt bien vues. Elles étaient bien positionnées, elles étaient très bien positionnées. Mais a priori, Vesta n'aurait pas été une déesse vierge, ce qui est logique puisque c'est censé être la déesse du foyer, de la fécondité, de la maternité des enfants. Donc, à la période de Vestalia, on ouvre le Penus Vestae, donc le temple de Vesta, qui est fermé, nous dit Ovide, par un rideau
tout le restant de l'année, elles sont vraiment recluses un petit peu dans ce temple qui est rond sur le forum de Rome, et où elles gardent le feu de la cité qui ne doit pas s'éteindre, sinon vraiment ça sera la grosse cata. Donc Ovide nous dit, ensuite on ouvre le temple et les matrones, donc les mères, les femmes qui géraient, là aussi on reste quand même dans l'aristocratie, la bourgeoisie, ça va pas être les pauvres et les esclaves qui vont y aller, pouvaient se rendre au temple en cheveux, donc sans couvrir leurs cheveux, pieds nus, pour se masser entre elles, et moi je trouve ça quand même bien sympa. Et pour revenir à la déesse vierge, tu disais qu'il n'était certainement pas. En fait, très souvent, quand on parle de déesse vierge, c'est surtout non mariée. C'est pas forcément non sexualisée. Voilà. Ouais. Ça, c'est important de le noter parce que du coup, c'est vrai que quelque part, il y a aussi cette sorte de liberté dans l'Antiquité pour les prêtresses. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'elles étaient vierges, qu'elles n'avaient pas forcément de rapport. Mais c'était pas dans ce sens-là. Dans le sens où elles étaient libres de tout mariage. Ok, mais genre les Vestales, elles pouvaient avoir des relations sexuelles, non? Alors il y a débat là-dessus. Ah ouais? Il y a débat, on ne sait pas trop. Ouais. Normalement, on a pensé qu'elles étaient vierges, qu'elles faisaient vœu de chasteté. Ouais. Jusqu'à présent, on a rapporté que la tradition était comme ça. Mais les dernières recherches ont montré que c'était pas tout à fait dans ce sens-là qu'il fallait le comprendre. Mais bon, il y a débat là-dessus. Okay. Alors à part ça, franchement, quand on se dit on a des idées d'épisodes pour PDS... celui-là, sur la chasteté, le concept de virginité, etc. Si on trouvait une nana qui bosse dans le domaine, ça pourrait être absolument incroyable. On lance la perche. Ouais. Oui, carrément. Ne serait-ce que l'interprétation, effectivement, qui en est faite, c'est très intéressant. Ouais. Et donc, selon la tradition, voilà, c'était aussi des offrandes qui étaient faites à la déesse pour la fertilité, la paix dans le foyer, l'abondance, etc. Et notamment, au principal, un fœtus de veau qui était sacrifié, sorti du ventre de sa mère et sacrifié sur l'autel de Vesta. Pas très cool, mais bon, on sait que les traditions de l'Antiquité romaine étaient quand même brutales souvent. Donc ensuite, donc les Vestalia, c'est plutôt le 9 juin. Le 11 juin, nous avons les Matralia, où on va fêter la Mater Matuta, la mère du matin, l'aurore, vraiment l'archétype de cette mère du matin, de l'aurore. On la retrouve dans beaucoup de traditions. On va même la retrouver jusqu'à chez nous aujourd'hui avec les incarnations de la Dame Blanche, qu'on aperçoit parfois au détour maintenant des routes. On en a même une à Genève, au château de Ruelbeau. Ah bah voilà. Mais oui, la Dame Blanche du château de Ruelbeau. Génial. Ouais. C'est vrai. Je veux y aller, ça y est. Ok, alors pour le coup, c'est à côté de chez moi, donc prochain apéro sorcière. Ah ouais, carrément. On y va. Puisqu'aujourd'hui, on a même, alors moi, ça c'est quelque chose que j'ai eu dans ma famille, on a des autostoppeurs fantômes. Donc la Dame Blanche, vraiment, elle a suivi depuis toujours l'humanité en s'adaptant à la modernité. Donc là, la tradition, c'était de nouveau les matrones qui ouvraient le temple de la Mater Matuta. Il faisait entrer une esclave qui personnifiait la Dame de l'Aurore et la chassait en la fouettant. Et oui, c'est toujours sympa. Pourquoi ? Parce que le soleil Invictus, Apollon, chasse l'Aurore qui donne ensuite lieu au plein soleil. Voilà. Donc on avait cette petite tradition. La symbolique, c'est quand même au travers des civilisations un joli prétexte pour laisser libre cours à sa cruauté. Et puis à la violence envers les femmes. Ouais. Voilà, on va le redire. Et ensuite, le 24 juin, donc là, on est juste après, on fêtait Force Fortuna, la déesse de la fortune. Et là, vraiment, c'était le moment où on jouait énormément de l'argent, on priait et on faisait des offrandes pour l'abondance. J'ai pas trouvé pour Fortuna Mulieribus de rite un peu chelou avec des sacrifices pas sympas. Pour le coup, ça avait l'air plutôt joyeux et comme c'était vraiment l'intérêt de s'attirer la bonne fortune, je pense que les rites un peu dark, on les laissait un peu au placard pour Force les Fortuna. 364 autres jours. Voilà, exactement. Et donc, moi, c'est tout ce que j'ai pour les fêtes romaines du mois de juin. Pour les fêtes celtiques et proto-celtiques, on va retrouver bien entendu des traditions qu'on a déjà vues énormément, et principalement les feux de Lita. Il y en avait à Beltane. On va faire des grands repas. Oui, c'est ça, la nuit de la Saint-Jean, ce genre de... Alors c'est ça, beaucoup plus tard, mais oui, ça a été, dont l'inspiration se retrouve après. Mais tout à fait. Et surtout,
liées à la résolution des litiges. Donc si on a une querelle avec son voisin qui nous a piqué une brebis, c'est le moment de le porter devant l'assemblée, soit des druides, soit des prêtres celtes, pour régler un petit peu les choses. C'est aussi, on l'a vu, ça a commencé à Beltane, mais ça continue la tradition des mariages. On continue à fêter les mariés, à se marier à cette date-là, etc. Donc ça, j'en reparle pas trop parce qu'on l'a déjà vu pas mal. Et donc, effectivement, toutes ces traditions ont été... En tout cas, on a essayé de les abolir avec la christianisation. Et comme à chaque fois, on a notre petite tour de passe-passe, on transforme le sabbat du solstice d'été fêté avec des feux, etc., en une fête chrétienne. Et on a choisi Saint-Jean. Jésus était déjà pris à Yule. Donc on a dit, on va mettre son cousin, qui est quand même Saint-Jean le Baptiste. J'ai pas compris pourquoi on nous mettait le Baptiste et l'eau aux fêtes du soleil. Je suppose que c'est du feu. Je suppose que c'est pour éteindre les feux diaboliques, puisque saint Éloi nous dit au 5e siècle, ne vous réunissez pas au solstice, qu'aucun de vous ne danse en tournant ou ne saute autour du feu, ni ne chante des chansons, le jour de la fête de la Saint-Jean. Ces chansons-là sont diaboliques. Donc effectivement, malgré ça, échec critique, on continue à fêter Saint-Jean, mais avec du feu partout, et c'est vraiment des traditions. Alors moi, quand j'étais petite en Provence et en Camargue, on faisait des énormes feux dans les arènes. Moi, j'ai dansé au feu de la Saint-Jean, j'ai dansé la farandole en tournant, on m'en fout de Saint-Éloi. Et donc, effectivement, c'est vraiment encore quelque chose qui est très, très ancré, cette tradition des feux de la Saint-Jean, de cueillir les herbes de la Saint-Jean, donc la nuit et la journée du 21, la flore est à son maximum, les fleurs sont toutes au summum, on est bientôt, voilà, et du soleil, de la force du soleil, c'est le moment vraiment de cueillir les herbes. Moi, ce que j'ai fait ce week-end d'ailleurs, même si c'est pas encore le bon timing, mais vraiment on a cette tradition de l'abondance et on voit que l'Église n'a pas réussi, malgré ses efforts, à abolir ça, et on le voit. Et alors moi, j'adore cette correspondance-là dans ce qu'ont fait les bâtisseurs de cathédrales. On sait que les bâtisseurs de cathédrales, les maçons, les architectes, etc., sont les dépositaires de certains secrets très anciens, et on a énormément d'édifices religieux chrétiens. J'ai pas regardé dans les autres religions du livre si c'est le cas, mais qui ont des jeux de lumière au solstice d'été qui sont incroyables. Il y a notamment la cathédrale Saint-Étienne de Bourges et surtout la basilique du Puy de Vézelay, pardon. J'allais me tromper avec le Puy-en-Velay, je pensais. Oui. C'est en regardant Sénia où je pense au Vierge Noire. Donc la basilique de Vézelay, donc au jour du solstice, il y a un jeu de lumière qui se fait dans toute la cathédrale avec le soleil solsticial qui frappe sur les vitraux, et ça fait un chemin de lumière jusqu'à l'autel qui va être illuminé à midi, au midi solaire, hein, donc c'est à peu près 14h aujourd'hui dans notre temps actuel. Donc là on se dit waouh, c'est quand même incroyable, les gars ils ont réussi à conserver des traditions anciennes païennes et à les mettre comme ça en secret dans les édifices. À la cathédrale de Chartres, il y a aussi, donc on retrouve le labyrinthe déjà, donc cette idée de labyrinthe de spirale, et il y a un clou de la vraie quoi qui est illuminé pareil par un jeu de vitraux le jour du solstice. Il y a plein d'édifices comme ça où on va retrouver la trace de ces fêtes du solstice que l'Église a tant voulu abolir parce que jugées diaboliques. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points de lésion. Tu parlais de Baptiste et justement le rapport entre l'eau et le feu qui est un peu obscur. Mais quand tu regardes bien dans les traditions païennes d'avant, il y avait effectivement cette notion de feu sacré qui était très importante, mais aussi il y a beaucoup de traditions qui se rapportent à l'eau, aux bénédictions des enfants. Alors tout à fait, oui. Et d'ailleurs j'ai trouvé que notamment en Russie, on prend des bains de masse le jour du solstice pour se purifier, donc ce sont les fêtes de Kupala. Et autant on va allumer des grands feux, des brandons, des grands bûchers, etc. Chez nous on appelle ça les brandons. Ils descendent de la montagne du Mont Canigou, chez moi, dans le 66, à Perpignan, avec les brandons pour les allumer. Et on va en Provence, jusqu'à Arles. Donc ça fait un sacré troc. Ça fait un bout, hein. Ça fait un petit bout. Et il y a cette idée d'immersion dans l'eau, parce que Arles, on est au bord de la mer, on arrive. C'est aussi des traditions gitanes qu'on retrouve de l'immersion dans l'eau. Et donc ces fêtes de Kupala, c'était ça. C'est des grands bains que tout le monde prenait en masse pour se laver, pour se purifier. Il y a vraiment quand même aussi cette image qu'on retrouve souvent de la prophylaxie, voilà, de nettoyer et de repartir.
Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au bâtiment et aussi à l'eau. Je ne sais plus dans quelle toute petite chapelle au cœur de la forêt de Brocéliande. J'espère qu'elle n'a pas brûlé quand il y a eu l'incendie cette année ou l'année dernière. Mais il y a une toute petite chapelle où seraient déposés les secrets du Graal. Et puis il y a des vitraux, et sauf erreur de ma part, mais peut-être j'ai dit des bêtises, mais je crois bien que c'est le cas, au solstice d'été, le Graal, qui est sur l'un des vitrails, est inondé de lumière, et c'est le seul jour de l'année où c'est le cas. Moi, je me suis passionné pour la quête du Graal, Arthur de Pendragon et Chrétien de Troyes, etc. quand j'étais ado. J'étais parti sur la route d'Arthur avant Kaamelott, j'ai beaucoup rigolé après, mais... Et il y avait justement cette petite chapelle qui est absolument incroyable. Si vous êtes à Brocéliande, allez la voir parce que peut-être que vous percerez le mystère des secrets du Graal. Voilà. Il y en a énormément. Moi, une des énigmes ésotériques qui me passionne le plus pour le coup depuis mon enfance, c'est pas la quête du Graal, c'est l'énigme de Rennes-le-Château. Tous ceux qui ont lu le Da Vinci Code connaissent le nom de Saunière. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Alors, c'est pas le solstice d'été, c'est celui d'hiver. Okay. Mais il y a un jeu de lumière dans l'église de Rennes-le-Château qui a été entièrement refaite par ce fameux abbé Saunière et qui constitue une énigme à résoudre, et il y a aussi ce jeu de lumière avec les vitraux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très ancré, un savoir très ancien, et je trouve ça juste génial qu'il y ait des personnes qui se sont dit ok, on veut nous empêcher de fêter, on veut nous empêcher de nous exprimer, on va le faire de manière totalement qui paraîtra innocente aux yeux de tout le monde, mais les initiés le sauront ce que c'est. Comme la symbolique dans les lieux de culte, hein. Le nombre de symboles de la mythologie qui se retrouvent. À Genève, sauf erreur de ma part, c'est un petit canard caché sur l'une des chaires. C'est un petit canard, tout ce qu'il y a de plus phénix, quoi. Donc c'est assez rigolo, ou un dragon, je sais plus. Il y a un truc sur allez voir à la cathédrale, c'est assez rigolo. On a parlé, je sais plus, je crois que c'était à Ostara, mais du symbole du lièvre et du fait qu'on a dit sur le pont du Gard, c'est un lièvre alors que c'est un phallus. Voilà, il y a plein de choses comme ça, de petits signes que vous pouvez retrouver même si vous fêtez pas forcément ou vous commencez à vous intéresser. Ça, c'est des petits signes, des petites choses que vous pouvez facilement trouver, et c'est juste passionnant de les identifier quand on se promène, quoi. C'est vrai. Le regard ésotérique. Ouais, exactement, le filtre. Ouais. En hypnose, ça s'appelle les sous-modalités. Ah ouais. Quand on va essayer de comprendre comment la personne voit la réalité, pour essayer de créer une expérience hypnotique qui lui fera du bien, on va essayer d'aller comprendre ce que sont ces filtres, la manière dont elle perçoit le monde. Et donc voilà, on a les sous-modalités ésotériques. Et puis j'ai une voix d'outre-tombe, parce que la librairie des Flicas me rend encore plus magique et mystique. J'ai plein d'allergies. Mes excuses aux auditrices. T'as d'autres jolies... Non. Non, voilà. J'ai tout donné. C'est fait. Non mais cool, merci comme d'abord. Voilà, quand on va échanger, moi il y a les plantes, c'est mon petit dada. Donc on reparlera peut-être plantes dans les symboles. Ah, trop bien, je peux ajouter aussi... une rubrique dans ces épisodes. Ouais, j'ai pas fait mention des plantes. Je vais vous parler des plantes après. Moi, j'en ai quelques-unes aussi, moi. Yeah. J'ai préparé. Pardon, parenthèse refermée. Et du coup, du côté des déesses, on a dit qu'il n'y avait pas énormément de déesses associées à ce sabbat d'Evita, qui est plutôt un sabbat solaire. Mais toi, tu me disais tout à l'heure que tu en avais quand même rencontré pas mal. C'est juste. Disons que historiquement, effectivement, si on va vers les célébrations qui sont attestées, effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Mais si on va plus du côté de l'interprétation, alors là, on peut se laisser quand même plus de marge sur les déesses qui peuvent être célébrées à cette période. Parce qu'effectivement, cette période, il y a cette idée de lumière, de très solaire, mais il y a aussi cette idée d'eau qui est très présente, parce que c'est la fertilité, la fécondité, qui est à la fois toujours en résonance avec la terre. Donc, par exemple, on peut ne pas trouver de célébration en l'honneur de Gaïa en Grèce à cette époque-là, mais on peut tout à fait s'y référer parce que Gaïa, évidemment, c'est la déesse de la terre, de l'abondance, de tout ce qui... De la fertilité aussi, pour le coup. Exactement. Ouais. Donc, si on part plus sur une interprétation néo-païenne, on peut aller un petit peu plus loin dans nos célébrations. C'est pour ça, moi j'avais une petite question justement pour vous. Je me demandais quels étaient les panthéons pour lesquels vous êtes les plus, vous avez le plus d'affinité,
ça m'intéresse parce que quand on parle à chaque fois des déesses, moi je pars toujours plutôt du côté romain en général, romain, plutôt grec, parfois celtique, mais en fait il y a énormément de panthéons, il y a énormément de traditions et ça serait intéressant de savoir, même pour nos auditrices, de savoir dans quelle culture vous retrouvez vos divinités, vers quel panthéon vous penchez, pour élargir justement les choses. Ouais, c'est chouette. Hein. Ouais, je trouve que c'est une très bonne question. Moi, j'ai trouvé une déesse dans le panthéon. Excusez-moi, je prends juste mes notes parce que je veux pas casser ce que je vais dire. Excusez, mais où est-ce qu'il est ? Hop là, le shintoïsme. Mes excuses si je prononce mal. Donc l'une des religions polythéistes japonaises. Et puis j'ai trouvé intéressant parce que c'était la première fois qu'il y avait une déesse de ce panthéon-là oui, Amaterasu, ouais, tout à fait, qui était signifiante sur l'un des sabbats, en tout cas ramenée jusqu'à nous de manière signifiante, parce qu'il y en a plein de déesses qui sont signifiantes. Moi j'avoue que j'ai dans ma propre pratique, j'ai beaucoup d'acquaintance avec le panthéon grec et le panthéon viking. Il y a quelque chose dans la... Ça m'étonne. Ça t'étonne, hein. Il y a quelque chose dans la brutalité viking qui me parle beaucoup. Ouais. Après, j'aime bien, plutôt sur les archétypes, j'aime bien les archétypes dans les cultures nord-africaines, mais parce que je pense que j'y fais un transfert avec mes origines et le fait que moi j'ai un papa qui est parti quand j'étais petite, alors maintenant je l'ai revu, mais du coup j'ai pas une relation familiale au Maroc et j'ai pas d'héritage, donc je me le construis. Ouais. Je pense que c'est ça, du coup, j'ai une sensibilité, j'aimerais avoir plus, je questionne un peu les femmes du Maroc que je rencontre, etc. Ouais. Mais c'est assez sommaire parce qu'il y a peu de... on l'avait vu quand on avait cherché. Oui, quand on a fait sur le Moyen-Âge deuxième partie, exactement. On a cherché... Après, on avait dit, il y a vraiment ce travail du World Heritage des Nations Unies sur... remettre en avant les femmes dans l'histoire invisibilisée, et notamment les femmes africaines. Et on avait cherché, moi j'avais cherché beaucoup de choses sur les royaumes de Zimbabwe et tout, on trouve malheureusement peu, alors que c'est des cultures qui sont juste incroyables. Donc j'espère que le travail et justement aussi le fait de... tout ce travail de fond qui est fait sur le fait de rendre aux femmes aussi leur place dans l'histoire, etc. J'espère vraiment que ça va permettre à ce genre de culture de ressortir au soleil, justement, au soleil de l'État. Ça serait génial. Moi, pour répondre à ta question, alors quand j'étais jeune, c'était plutôt comme toi le panthéon romain qui m'attirait. Alors ça, c'est mes origines provençales et narbonnaises. Hein. Narbo-Martius, on ne se refait pas. Et aujourd'hui, en vieillissant, j'ai plus du tout cette accointance. Vraiment, tu as parlé des archétypes. J'ai un archétype qui me correspond et qui me parle plus. J'ai plus de panthéon, en fait. Et c'est vraiment cette déesse mère des origines, enfin la grande déesse originelle, la source, en fait. Ouais. Comme je travaille en ce moment beaucoup pour un autre projet sur le néolithique, j'ai vraiment ce point de bascule entre la préhistoire et ce qui va devenir la proto-histoire, le début de notre histoire. C'est passionnant et c'est aussi très difficile. Et donc, c'est vraiment cette figure de la déesse de base. La déesse mère. Voilà. Pas forcément mère au sens où on l'entend, bien sûr. mais originelle en fait. Moi, j'ai le magnifique ouvrage de je sais plus quelle chercheuse américaine qui s'appelle Le langage de la déesse. Oui, voilà. Ouais, peut-être. Ouais. Je l'ai à la maison, donc voilà, je le prête ou je partage des petites parties si souhaité. Après, c'est vrai que c'est très intéressant d'aller chercher dans les différents panthéons justement les relations archétypales. Et puis c'est ce qu'on fait ici, mais comme ça chacune peut se projeter. Mais du coup, ce que je vous propose, les sorcières qui nous écoutez, c'est que vous puissiez nous dire sur le site Insta de 3 Cercles ou par mail, contact@3cercles.com ou voilà, sur l'Insta de Sélénia, n'importe où, trouvez un moyen de nous contacter. Écrivez à Alexandre, à Delphica, qui nous accueille ce soir. Écrivez à Lucie pour son anniversaire le 21 juin, le jour de l'ITA. Comme ça, on peut aussi nous aller un peu... Enfin, aidez-nous à ouvrir peut-être notre spectre. C'est vrai que jusqu'à là, on n'a aucune sorcière qui nous a dit « Mais en fait, vous êtes focus sur l'Europe. » On essaye un petit peu d'ouvrir. Mais soit aidez-nous à avoir en visibilité des espaces qui vous plaisent. Ou si vous avez des connaissances, s'il vous plaît, venez partager avec nous. Parce qu'en fait, c'est ça la sororité. C'est pour ça que Sélénia nous a rejoints. Je veux dire, à la base, j'étais toute seule dans PDS. Puis il y a eu Anaïs, puis il y a Sélénia. Bientôt, nous serons 50. Mais il faudra plein de micros. Des légions. Des légions de sorcières. Mais merci pour cette question, je la trouve très chouette. Et du coup, toi, tu as
Moi, du coup, je vais parce que moi, je me rapproche plutôt du panthéon romain. Oui, tu le disais, pardon. Et aussi en lien avec le panthéon grec. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis aussi ouverte à différents panthéons, notamment quand je me suis intéressée à la déesse Circé. Je me suis rapprochée aussi des divinités étrusques, italiques, mais aussi puniques. Enfin, il y a plus anciennes. Voilà, il y a énormément de panthéons qui sont beaucoup moins, je veux dire, à la mode, si je peux dire. Et, facilement accessible, peut-être. Facilement accessible, parce que là, il faut aller plus chercher dans des ouvrages plus universitaires, etc. Et donc, c'est vrai que voilà, on peut aussi sortir un peu, on va dire, des chemins un peu tout balisé, exactement, c'est ça que je veux dire. Mais quand même, pour moi, toujours, en général, j'ouvre le bal avec les déesses romaines. Les déesses romaines me parlent. Donc, tu as parlé de Vesta, et c'est juste, évidemment, le feu du foyer. Il y a aussi Aestas, qui est la déesse de l'été et des fleurs. Elle n'est pas connue du tout, celle-là. Ah, mais non. Donc, elle fait de la compète à Flora ? Tout à fait. Ouais. Elle est un petit peu différente. À Estas, il y a... comment dire elle, c'est un peu la déesse de l'amour entre les êtres humains. Il y a cette idée vraiment de fraternité, sororité, enfin, voilà quoi. Elle fait du lien entre tous les êtres humains. Elle est trop belle, cette divinité. Pourquoi on ne la connaît pas, Aestas ? Et puis, évidemment, Aurora, la déesse de l'aube, forcément. Voilà. La Mater Matuta, la dame du matin. Ouais. On l'adore, ça. Ouais. C'est Morgane, c'est toutes les autres déesses du matin, en fait. Ouais. Et puis, Juno aussi, forcément, qui est en fait la double de la grecque... Estia. Non, pas la femme de... Héra. Héra, pardon. Oui. Ouais. Parce que c'est la déesse du mariage. Oui, c'est la femme de Zeus, oui. Exactement. Alors attendez, parce qu'Estia, je ne la remets plus. Alors Estia, c'est la double de Vesta. Voilà, c'est ça. Ah, ok, donc c'est foyer fertilité. Exactement. Autant pour moi. Héra, Juno, donc c'est la mère, quoi. La mère, le mariage, la matrone. Voilà, exactement. La femme heureuse en ménage. Très. Oui. Surtout quand on voit son gars. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas de chance. Pas de chance, non. Pas de chance. Et donc, en déesse grecque, j'avais parlé de Gaïa. Ça me semble être une déesse tout à fait du moment. Athéna aussi. C'est plus une déesse guerrière. Symbolique du feu, pour le coup. Exactement. Donc, on retrouve ça avec les armes aussi. Donc, la forge. On peut aussi interpréter le Sabbat-Lita comme quelque chose aussi, un moment aussi toujours un peu, on reste un peu dans le romantisme quand même, on batifole un petit peu, c'est un peu les amourettes aussi, c'est la période encore des unions. Donc Aphrodite est une déesse aussi qui est célébrée, d'autant qu'au mois de juin, je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'au mois de mai, il y a eu pas mal de célébrations en son honneur, en tout cas dans l'Antiquité et même encore aujourd'hui. On en a parlé effectivement à Beltane, il me semble. Ouais. Oui, parce qu'à Beltane, il y avait les fameux Anne-fasting, toutes les rites en lien avec la sexualité aussi. Il y a les aphrodisies dans l'Antiquité grecque qui avaient lieu au mois de mai, il me semble. Je ne suis pas dévote de la déesse, mais... Ouais. Et puis Artémis aussi, la déesse de la chasse, qu'on va retrouver dans son aspect, parce que là il y a tous les petits animaux qui sont dehors aussi, qui se reproduisent, donc on va retrouver cette déesse qui chevauche la forêt avec tous ces petits animaux. Et puis en déesse grecque, il y a Eos, évidemment, c'est la double de Aurora. Voilà, il y a toujours des équivalents dans beaucoup de panthéons. En déesse celtique, on a Epona qui est très liée à la fertilité, qui est aussi la protectrice des chevaux. Et là, par exemple, si je voulais faire un parallèle avec une déesse punique, donc punique, ça, on va être plutôt du côté justement de l'Afrique du Nord. Et on va retrouver la déesse Tanit, qui est un équivalent d'Epona, par exemple. Ouais. Alors que moi, Tanit, je l'ai toujours relié à la lune. Alors, du coup, je pensais que c'était un panthéon
d'Artémis en fait, mais du coup, non mais alors là, je dis ça tout à fait comme ça. Alors, effectivement, on peut aussi la rapprocher d'Artémis, mais pour son aspect avec les... protectrice des chevaux, c'est cet aspect... Ma source est tout à fait accurate, c'est Indiana Jones, c'est l'Arche d'Alliance. Excellent. Mais c'est vrai que Tanit, c'est la lune, clairement. Elle est représentée avec les symboles lunaires. Ouais. Moi, effectivement. Dit, mais... mais voilà, ce côté très fertilité, on retrouve quelques attributs. Bon, après, les déesses, elles font référence à de nombreuses symboliques. Bien sûr. Et puis on associe une symbolique et puis pas l'autre. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu nous partages aujourd'hui, Sélénia, c'est qu'il y a des correspondances un petit peu historiques. On peut se référer. Et puis après, il y a tout ce que nous, on va interpréter ou comment est-ce qu'on va avoir envie de célébrer notre sabbat ou la période, et puis c'est par la connaissance des archétypes qu'on peut y accéder. Oui, puis c'est un jeu de pistes sans fin, parce qu'en fait, on trouve toujours des liaisons incroyables entre ce qu'on peut appeler soit des archétypes, soit des divinités, voilà. Ouais. On retrouve toujours, et c'est incroyable, les recherches sont infinies. Ouais. On fera un épisode archétype et divinité, parce que là, j'ai envie de te répondre, mais c'est pas le bon sujet. Mais trop bien, oh là là. Suspense. On a quoi? On a archétype et divinité, et on avait tout à l'heure, c'était quoi? Le concept de virginal. Ouais, ça c'est bon ça. Ou pas. Ou pas pour le coup, effectivement. Ouais. Donc j'étais sur les déesses celtiques, on a aussi N, je la connais pas très bien. Ou peut-être que ça se dit Aïn. Je ne suis pas très calée sur les prononciations, mais c'est aussi une déesse de la fertilité. Oui. Je l'ai vue celle-là. Et puis Soul, qui est une déesse des sources. Et il y avait des célébrations justement... Celtes, okay. Exactement. Pour Soulis, qui était une source très connue à l'époque, et où il y avait beaucoup de célébrations pour cette déesse de la source. Donc, on peut retrouver quelques rites en lien avec l'eau. Ouais, c'est ça, à nouveau la symbolique de l'eau, mais qui est en fait un pendant d'équilibre aussi avec le feu. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde dans la Grèce, souvent les rites de catharsis, c'est un peu initiatique, on va passer par plusieurs étapes. On va passer par la purification par le feu, la purification par l'eau, la purification par la terre, comme dans les rites d'ailleurs Wiccan. Maintenant, néo-païens, on retrouve beaucoup cette purification par tous les éléments. Et au final, quand on regarde bien, dans chaque sabbat, on voit que quand même il y a toujours cette notion de passage initiatique entre les éléments et qui forme quelque part aussi cette roue. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Toutes nos réflexions. C'était super bien, on a fait des parallèles. Ce qui se passe dans notre tête est vraiment cool. Ouais, par contre, on fait un podcast, donc bon, il faut un petit peu qu'on parle. Il faut quand même qu'on tienne le fil rouge. Non, j'étais aux sources sacrées, etc. Ça me parlait tout à fait. Cette fameuse déesse N dont tu parlais, qui est donc la déesse celtique de l'amour, de la fertilité, du soleil, etc. Moi, j'ai cette ref, le dictionnaire universel, Dieu, déesse et démon. Il a l'air super cool, je le connais pas. Je l'aime beaucoup. De Patrick Jean-Baptiste, et en fait, ce sont tout à fait le genre de divinités qui ne figurent pas. Peu connues. Qui ne sont même pas nommées. En fait, c'est même pas qu'il y a... Rappelle-toi que sur Mitra, déjà, on avait un gros problème. Alors, Mitra, on avait un gros problème. Mais c'est quand même fou parce qu'il est quand même audacieux. C'est une somme, Et ces petites divinités, elles sont pas présentes. Et du coup, je me dis que ce serait trop intéressant, à notre niveau, d'essayer de faire une espèce de revue et aussi des correspondances, quoi. Ouais. Mais à notre niveau, tu vois. Oui, bien sûr. Après, on peut demander à Alexandre de la librairie Delphica qui nous accueille ce soir. S'il n'a pas une recommandation. S'il n'a pas une autre recommandation, effectivement. On le fera et on vous partagera le cas échéant. Du coup, on en était à N. Voilà, Soul. Et puis, après, si on part du côté de l'Égypte, évidemment, on a Hathor qu'on peut rapprocher d'Aphrodite. Ouais. Il y a aussi Sekhmet qu'on peut rapprocher d'Athéna, donc déesse guerrière. Et puis, elle, pour le coup, elle est très solaire. C'est vraiment Hathor aussi. Oui, et c'est là, là qu'on voit que quand on va par exemple du côté de l'Égypte, les divinités féminines sont plutôt solaires. Ah ouais. Voilà. Okay. Ouais. Il y a davantage de
il y a des divinités lunaires, il y a des divinités solaires, mais on dirait que voilà, à un moment donné, dans le panthéon gréco-romain, on a voulu... un peu séparé, quoi. Voilà. Plutôt un panthéon dual. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Et puis j'ai trouvé aussi Anuket, une déesse des eaux. Voilà, là c'est pareil, il n'y a pas de piste historique, mais on peut toujours, voilà, si le panthéon égyptien nous parle, on peut toujours intégrer cette déesse dans nos célébrations. Pour la partie rituelle, je ne sais pas si c'est maintenant. Ah non, je vais continuer avec deux, trois petites choses que j'ai trouvées. Moi j'avais trouvé N, Aîné, Aïenne. J'avais aussi trouvé Phébé, qui est une titanide, donc fille d'enfant de Gaïa et d'Ouranos, qui est associée à la Lune, parfois confondue avec Artémis. Alors ça, j'ai vu sur Wikipédia, je trouve intéressant. Qui, elle non plus, n'apparaît pas dans mes références. Parce que là, j'ai pris que celui-là, mais j'en ai deux autres en fait à la maison. Pour la petite minute pop culture, c'est Phoebe dans Charmed. Ah bah oui. Bah ouais. Fait référence à la déesse. Ouais. Charmed, parlons-en. C'était beaucoup trop bien. C'est les vieilles qui connaissent. Bah, attends. Si t'es jeune sorcière et que tu nous écoutes et que tu connais pas Charmed, ça a très bien vieilli. Ouais. Ils ont refait Vas-y, les yeux fermés. Ils ont fait un remake, oui, je suis pas sûre. Oui, mais parce que nous on est vieilles, mais peut-être qu'aux jeunes ça leur parlera plus. Trop. La nouvelle version de Charmed. Voilà. Elle fait comme ça et elle fait voilà, vous le savez. Non, après ce que j'ai trouvé d'assez fun, c'est que les créatures magiques qui sont associées à Alita, ce sont les fées. Et je trouvais que ça allait le petit peuple et ça allait enfin voilà, ça m'a semblé faire sens dans cette thématique d'extérieur, de végétaux, de petites ailes de papillons. J'ai vu aussi qu'il y avait les Selkies. Alors là, je l'ai trouvé assez fun parce que j'ai vu que l'une des faunes aquatiques en correspondance avec Lita, c'était le phoque. Je me suis dit, mais pourquoi ? Eh bien, a priori, ça vient justement de ces créatures imaginaires du folklore des Shetland. Donc, c'est des îles au nord de l'Écosse. De l'Écosse, oui, ouais. Pardon. Et en fait, elles se transformaient en phoques. Donc, c'est rigolo parce que pour nous, dans notre bassin géographique, le phoque n'est pas un animal mythologique prégnant. Et là, en l'occurrence, il fait partie d'une mythologie, donc les Selkies. Et puis, j'avais aussi vu dans les correspondances des plantes que j'avais envie de souligner pour ce sabbat de Lita, parce qu'il y a plein de plantes locales. Alors, je ne sais pas si je le fais maintenant ou après les rituels. Oui, moi j'allais dire que dans les rituels, effectivement, il y a la cueillette des herbes qui est très traditionnelle. Donc si tu veux enchaîner avec les herbes sorcières, les plantes sorcières. Trop bien, alors j'ai vu dans ce qui est vraiment qui pousse par chez nous, la bruyère, un petit peu. Il faut la planter, mais elle pousse par chez nous, j'en ai sur mon balcon. Ouais, mais elle n'est pas à fond à cette période-là. C'est un tout petit peu plus tard. Sauvage, hein. Je parle de bruyère sauvage. Ok, alors la bruyère de mon balcon, j'en ai pas forcément pour toutes les auditrices, mais je partage. La camomille, le tilleul et la lavande. Oui. Eh bien, la lavande, c'est vraiment une plante. Ah, oui. Du coup, les sorcières, si vous avez envie de faire votre petit bâton de fumigation, mais peut-être que t'en parles après, eh bien, c'est le bon moment pour récolter sa lavande. Et moi, j'ajouterais surtout pour récolter le millepertuis. Pour moi, c'est la plante par excellence de Lita. Elle est en pleine floraison à ce moment-là. Bien qu'hélas, avec le réchauffement climatique, je constate que dès maintenant, il y a des millepertuis chez nous qui sont en fleurs. C'est une plante que vous trouverez dans absolument tous les bords de chemin. Moi, j'ai un talus en face de chez moi, c'est blindé de millepertuis. Le millepertuis, c'est une plante qui a énormément de propriétés. Elle est jaune comme le soleil, elle fait des petites fleurs en forme d'étoile. Et pour la reconnaître, c'est super facile. Vous froissez une fleur dans votre main et ça devient rouge. Et donc, vous savez que c'est bien du millepertuis. Et du coup, tu peux la mettre dans les bâtons ? Bien sûr, moi c'est ce que je fais. Je prépare mon bâton de Yule avec mes herbes de Lita. Comme ça, au moment de Yule, quand on est au plus profond de l'hiver, où on a un peu pas trop l'espoir, on ne sait pas si la lumière va revenir, eh ben j'ai mon petit bâton au millepertuis et au rose que moi je me suis fabriqué à Lita pour me rappeler que oui, la lumière va revenir et on va repartir du bon pied. Donc moi j'aime beaucoup ces correspondants. Totalement. C'est vrai. Et d'ailleurs en médecine, elle est utilisée comme antidépresseur. Et alors surtout moi, personnellement, j'en fais qui suis sujette à l'anxiété et notamment l'anxiété me donne beaucoup d'eczéma. Je fais mon macérat huileux Alita de millepertuis où j'infuse les fleurs séchées de millepertuis dans une huile neutre, amande douce, bourrage, ce qui vous correspond, ce que vous aimez. Et dès que l'hiver arrive et où je suis toujours en manque de lumière et en manque de vitamine D, je peux passer mon macérat sur mes petites plaies d'eczéma et c'est souverain, ça disparaît mais presque
instantanément quoi, quand je me badigeonne. Donc je vous conseille vraiment le millepertuis, c'est une plante qui est vraiment vraiment magique. Et la légende donc dit que Saint Georges, une fois qu'il a eu tué le dragon, on n'aime pas trop tuer les dragons, mais bon c'est comme ça, il a étendu son manteau plein de sang de dragon pour le faire sécher sur les millepertuis, et c'est pour ça que quand on les froisse dans notre main, ça devient rouge comme du sang. Voilà. Ok, bon bah voilà, donc l'avant des millepertuis dans votre bâton, et du coup c'est pas pour rien que ça s'appelle partage de sorcières, parce que pour le coup il y a vraiment des partages. Donc merci pour cette petite recette de macérat. N'oubliez pas que vous pouvez aussi cueillir l'aquilée millefeuille. À cette époque-là, elle est en pleine floraison. Et pareil, l'aquilée a énormément de propriétés. Elle s'appelle aquilée parce qu'on pensait justement qu'elle venait d'Achille et donc elle était censée donner l'immortalité. Tout est utilisable dans la plante. Vous ne trompez pas juste quand vous cueillez des plantes sauvages. Vérifiez toujours bien avant. Prenez que ce que vous avez besoin aussi. C'est toujours important de le rappeler. Laissez le reste pour les abeilles et les animaux. L'aquilée, vous pouvez faire notamment des infusions avec, qui sont très très bonnes, ou faire des gros bouquets séchés que vous placerez sur vos portes d'entrée, comme la lavande, pour chasser le mauvais œil. Mais d'ailleurs, notre copine sorcière Scaldi, de Scaldi Herbs and Craft, qui était présente au Festival des Sorcières, d'ailleurs je profite pour glisser que le Festival des Sorcières aura lieu le 4 mai 2024 pour Beltane, et les inscriptions pour les créatrices, les exposantes, les animatrices sont ouvertes jusqu'à l'ITA. Et Alita, le Witch Crew, se met dans sa grotte et tirera au sort dans son chaudron les créatrices qui seront sélectionnées. Mais du coup, Scaldi, elle fait des incroyables tisanes, et sauf erreur de ma part, la tisane sorcière qu'elle avait fait exprès pour le festival, Lucie me dit oui, contenait de l'aquilée millefeuille. Voilà. Tout à fait. Petite parenthèse, petit clin d'œil à Scaldi. C'est une plante efficace pour énormément de choses, voilà, pour calmer, pour l'anxiété, pour la dépression, voilà, il y a énormément de propriétés. Et moi j'aime bien, en prévision des canicules, en cueillir un petit peu et faire des infusions froides en fait, à base d'aquilée. Ah, trop bien. Ouais. Du coup, cueillir des plantes, préparer vos plantes à cette période, les faire sécher à l'envers. Et puis, voilà, des macérats, des bâtons de fumigation, des tisanes, des sirops. Voilà. Bon, les tisanes, il faut faire attention. Je crois le millepertuis, par exemple, il faut faire un peu attention. En tisane, je ne recommande pas. Ouais. Donc, voilà, être quand même bien informé sur les composants, sur les conséquences des plantes. Et d'autres idées de rituels, du coup, pour ce sabbat bien sûr. Alors, oui, alors, effectivement, il y a tous les rituels d'union qui sont encore à l'honneur, j'ai envie de dire. Honorer les esprits solaires, les esprits des eaux, du feu. Donc, ça peut être, faire des feux, danser autour des feux. Si on n'a pas l'espace pour faire ça, on peut aussi utiliser la magie des bougies. Donc, la bougie jaune, c'est vraiment l'outil de l'ITA. Si on veut amener la symbolique du solstice dans sa maison, dans son chez-soi. Les rituels de divination aussi sont très importants à cette période. Donc, on peut faire par exemple de la contemplation dans la flamme d'une bougie ou dans la flamme du feu. Génial. En plus, renforcé par la nouvelle lune cette année, on le disait en intro. Trop bien. Donc, ça, c'est la pyromancie. Donc, c'est pas si complexe en fait. C'est un petit peu comme toutes les divinations. C'est aussi laisser l'esprit lâcher prise et se laisser un peu rentrer dans un état hypnotique pour recevoir des images, des messages. Donc il y a aussi toutes les divinations qu'on peut faire. Donc quand je dis divination, c'est voyance, qu'on peut faire avec dans l'eau. Donc par exemple un chaudron noir ou un bol noir dans lequel on va mettre de l'eau. C'est très propice à recevoir des visions, mentaliser des images. Mais du coup, tu mets juste l'eau dans un chaudron foncé ? Exactement. Et rien d'autre, pas. Tu mets pas des pierres ou quoi que ce soit. Tu mets vraiment... Non, il faut vraiment que la pièce soit tamisée, qu'il y ait une très faible lumière. Ou faire ça carrément à la lumière de la lune. Alors là, c'est fabuleux. Ah ouais. Là, c'est vraiment très très propice à recevoir. C'est le miroir de Galadriel dans le Seigneur des Anneaux, en fait. Ça donne trop envie, on s'y voit toutes là. Donc voilà, tout ça, effectivement, la cartomancie, toute forme de divination sont bienvenues. Donc bonne période pour la cuisine magique aussi, ritualiser sa cuisine, ritualiser ses boissons aussi, on en a parlé. Et puis aussi forcément on va ritualiser nos sortilèges. Donc,
tout ce qui est sortilège d'abondance, de prospérité. Tu as parlé de Fortuna tout à l'heure. Voilà, donc quand on fait des sortilèges, on peut aussi faire appel à certains esprits, certaines divinités qui vont nous aider à mettre de l'intention et de la force et du pouvoir dans nos sortilèges. Donc, tout ce qui est rituel d'accroissement, de croissance, de fertilité, de fécondité pour les dames aussi qui ont des projets d'enfantement, par exemple, c'est très intéressant la période de l'Ita. J'avais quelques petits soucis au démarrage, moi, quand j'ai voulu mon premier enfant. Et je me rappelle, j'avais fait un sortilège de fertilité à cette période. Et j'avais travaillé avec le noisetier. C'est un arbre que j'affectionne beaucoup à cette période. D'ailleurs, il est de coutume dans les traditions sorcières de créer sa baguette magique lors du solstice d'été, avec notamment du bois de noisetier, pas seulement, hein, ça peut être d'autres bois. Mais il y a aussi cette notion d'arbre sacré à l'Ita. On va aussi beaucoup se connecter aux esprits des arbres. Par exemple, dans la tradition celtique, on a les 9 bois sacrés. Donc voilà, il y a 9 arbres en particulier auxquels on peut se connecter. Elles ont différentes symboliques. Donc, il y en avait, moi j'en ai vu des symboliques d'arbres aussi. J'ai vu quoi ? Le chêne particulièrement, moi par j'ai exemple. vu, principalement, mais... Le sorbier. Le sureau, le laurier, le hou, je trouvais rigolo parce que c'était ce que je disais en intro aussi. C'est quand même un symbole très fort de Yule. Puis il se retrouve à l'Ita, je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement il est très très vert et très beau en ce moment dans la forêt, le hou. Et voilà. Après, dans les arbres que tu cites, il y a aussi le bouleau, mais je sais pas si... Le bouleau, bien sûr, oui, ça c'est un arbre qui est vraiment très fortement lié à la fertilité, la fécondité surtout. Il y a énormément de sortilèges où on va justement se connecter à l'esprit du bouleau pour inviter les forces mères. Et pourtant, le bouleau, c'est un esprit plutôt masculin. Donc on va venir plutôt féconder avec un esprit masculin pour le bouleau. Ouais. Moi, je suis allergique au bouleau, alors je sais pas si on y voit. On peut d'ailleurs, en parlant du bouleau, il y a des sortilèges qui sont sympas à faire parce que vous savez, le bouleau, l'écorce, elle se défait. Ouais. Et justement, on peut écrire des incantations sur les feuilles de bouleau et ensuite les mettre dans le feu sacré de l'Ita. Voilà, ça peut être une bonne idée de sortilège de fécondité, par exemple. Oui, et puis c'est vrai que qui dit feu dit purification, dit on écrit des trucs et on les brûle. Ouais. On se sépare, on enlève. Relation toxique, Pâques, on coupe, on brûle. Environnement toxique, la même, on coupe, on brûle. C'est vrai, hein. Ouais. Et puis le symbole est très très fort. Souvent, on recommande de faire avec, tu citais le laurier, avec une feuille de laurier noble, d'écrire, ou alors aussi, à l'inverse, parce que tu veux manifester sur ta petite feuille de laurier et de la brûler, voilà, tout simplement. En plus, ça sent bon, donc... Ouais. Et parce que quelque part aussi, dans le feu, il y a les esprits du feu en fait, qui prennent le message et qui les portent. Donc, par exemple, si on va communiquer avec une divinité solaire, justement, il faut vraiment visualiser ça, les esprits solaires qui vont faire le boulot, en gros, d'emmener nos messages aux divinités solaires. Le boulot. Ouais. Moi, j'avais lu ça pour les abeilles. Tu parlais tout à l'heure du petit peuple qui est présent à l'Ita et qui est une fête qui est reliée aux fées. Et donc, j'avais lu que les abeilles, justement, à cette période de l'année, elles étaient considérées, notamment en Irlande, comme étant les messagères à qui on pouvait confier nos vœux pour le petit peuple et pour les fées. Ouais. Et que l'offrande de miel, c'est une des offrandes les plus recommandées, quelle que soit la divinité, ou même pour soi-même, au moment de l'Ita, faire des gâteaux avec du miel, ou mettre du miel dans votre infusion, je vais rappeler, localement sourcé si possible, et avec parcimonie, parce que les abeilles sont en danger et il ne faut pas leur prendre toutes leurs ressources. Donc voilà, moi je consomme beaucoup de miel, donc c'est quelque chose auquel je fais attention. Mais vraiment, c'est un produit presque sacré, là aussi, le miel, c'est tellement... et puis magique, quoi. Hein, donc, voilà. Complètement magique. On retrouve dans l'Antiquité grecque aussi. Et puis, justement, pour revenir un petit peu au rituel, c'est que quand on fait justement une cueillette, une récolte d'herbes, ce qui est important, c'est toujours de laisser une offrande, et justement, une petite goutte de miel, ça peut être une bonne offrande pour les esprits des plantes. Très bien.
Excuse-moi, je t'ai coupé, t'allais dire quelque chose? Non, moi j'adore ta partie. Ah bon? J'adore cette partie rituelle. Ouais, je trouve ça tellement chouette. Ah ouais. Bon, alors tant mieux. Je suis contente que ça vous plaise. Les filles s'adorent. Voilà, elles se le disent. On t'aime, voilà. Et puis, j'ai fait le tour. Après, c'est sur les artefacts. Donc là, j'ai parlé de la baguette magique, par exemple. Ça c'est vraiment un outil. C'est le moment de faire sa baguette. Ouais, voilà. D'accord. Et puis après, il y a plein d'outils qui sont aussi très symboliques, comme le chaudron. Ouais. Voilà, pour la divination notamment. Mais le chaudron, c'était aussi, on en a déjà parlé dans les autres podcasts, symbole de fécondité, le ventre de la mer. En tout cas de l'énergie primordiale. De la création, de trucs qui émergent. Ouais. Les puits aussi. Les puits, les rouets. Pour le tissage. Le tissage, ouais. Les spirales, on en a parlé. Tous les symboles solaires, en fait, sont des bons artefacts pour l'Ita. Oui, la roue, tout simplement. Hein. La roue du soleil, le rond. Voilà, c'est clair. C'est le symbole de base, quoi, un petit peu, hein, pour profiter du soleil, quoi. Si vous avez envie, les sorcières, le pain, les galettes, si vous avez envie de célébrer Samhain, finalement, à nouveau, parce qu'on nous écrit parfois pour nous demander comment faire, en fait, Lita, moi j'adore Samhain, donc je veux célébrer Samhain. J'aime que Samhain. Samhain, puis encore Samhain. La meuf est dark. Je fais que ça, moi. Le soleil de quoi? Je suis un vampire, mes chers. Non, pas du tout. Si vous voulez fêter Lita et l'anniversaire de Lucie, et je le dirai pour la dernière fois, le 21 juin, en fait, rappelez-vous que vous pouvez vous inspirer de la symbolique, vous pouvez vous inspirer des déesses, vous pouvez vous inspirer des archétypes, venir à la librairie Delphica chercher des super bouquins pour approfondir vos connaissances. Puis après, vous pouvez être hyper créative ou moyennement créative et juste vous inspirer de ce que vous avez envie de faire durant cette période, de ce qui vous parle. Créer un artefact, c'est surtout pour moi s'accorder un moment à soi de création, une petite pause dans la journée pour faire un objet ou une activité qui est pour soi. Et rien que ça, c'est pour moi le début de la magie. Du coup, c'est peut-être à retenir aussi à Lita, piocher dans les symboles qu'on vous a rapportés, et puis voilà, célébrer tel que vous le souhaitez, chez vous avec votre petite bougie, à l'extérieur avec un grand feu. Finalement, ou un barbecue, et voilà. Ou un barbecue. C'est comme vous en avez envie. En tout cas, les filles, je vous remercie infiniment pour tous vos partages. Merci à vous. Merci. Comme d'hab, c'est toujours une grande joie. Merci à Lucie aussi qui est derrière la caméra et qui fait le mixage. Merci à toutes les sorcières qui nous écoutez. Vous êtes nombreuses, vous nous faites des retours, vous commentez nos vidéos et ça nous fait toujours extrêmement chaud au cœur. Et puis, on vous retrouve pour le prochain épisode qui sera Lughnasadh, Lammas, célébré le 1er août. Puis ensuite, Mabon le 21 septembre. Le sabbat des moissons et enfin Samhain le 31 octobre qui terminera en fait notre cycle sur les sabbats. À noter que le 26 mai 2023 à 18h30 on enregistrera en public avec vous les sorcières l'épisode dédié à Samhain, donc ici à la librairie Delphica, que je remercie encore vraiment chaleureusement pour son accueil. Vous avez vu le cadre incroyable. Si on m'avait dit un jour que je modérerais un podcast dans un endroit aussi chouette, entouré d'oracles, de tarots, où à chaque fois qu'on se lève, on ne sait même pas où poser les yeux tellement il y en a, j'y aurais pas cru, donc un grand merci. Chouette. Vraiment bien. Si vous êtes à Genève, venez seulement les voir. Et puis donc on se retrouvera ici en direct, ce sera vraiment une super expérience, ce sera sur inscription. Et ce sera l'occasion de vraiment participer, poser vos questions ou juste être posé et rigoler avec nous pour terminer la roue de l'année et cette série sur les sabbats. Je vous souhaite à toutes, chères sorcières, une très très belle célébration de Lita et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour le prochain épisode de Partage de sorcières. À très bientôt. À bientôt.